Bonjour à tous. Je pense que vous devez tous m'entendre maintenant. Est-ce que vous pouvez me le confirmer par le petit chat sur votre droite, s'il vous plaît? Merci Nathan. Merci Merci. Nicolas. Nous allons attendre encore quelques secondes pour que tout le monde puisse prendre le temps de se connecter. Bonjour Frédéric, bonjour Catherine, bonjour Yves, bonjour Pierre, bonjour Morane, bonjour Laura, nous avons plusieurs Laura. Et bienvenue. Je peux d'ores et déjà vous dire que vous avez le chat à votre disposition que vous venez de découvrir. Vous avez aussi la possibilité de télécharger des documents que nous avons mis à votre disposition, dont la présentation d'aujourd'hui, qui reste légère puisque l'objectif principal de ce webinaire aujourd'hui, c'est de la démonstration. Donc la présentation reste légère. Il y a quelques infos dedans. Concernant Dora, vous pourrez le découvrir. Donc, pour y accéder, il faut aller sur le bas de votre écran et vous aurez toute la documentation mise à votre disposition. Donc, nous avons une demi-heure à passer ensemble. Nous aurons un moment de questions-réponses à la fin de la démonstration. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du déroulement du webinaire afin qu'on puisse les poser au moment voulu. Je pense que je n'ai rien oublié. Encore la bienvenue et je vais donc laisser je me suis pas présentée, pardon. Donc je suis Mélina et je suis chargée de communication et du suivi client chez AF Networks. Et donc je suis accompagnée de Nicolas et je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Mélina. Donc, je suis Nicolas Hernandez, je suis le président fondateur d'Aleph Networks. Et aujourd'hui, on finit un cycle de 4. On va recontextualiser la problématique, qu'elle soit dans le contenu, mais aussi dans un contexte juridique et réglementaire qui évolue beaucoup. Et puis ensuite, 2 démos de nos 2 outils pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on répond à ce risque opérationnel et ces obligations réglementaires. Alors, on parle, ouais, bah voilà, très bien. L'idée, en fait, aujourd'hui, on va parler de la notion de surface d'exposition, mais pas la surface d'exposition en termes d'infrastructure ou de soft ou autre, mais vraiment en termes de data. Parce que la clé, en fait, du sujet, c'est que ce qui va permettre de faire une attaque cyber, ce sont les données. Et ce qui va permettre d'anticiper et de se protéger d'attaques cyber, c'est cette information-là. Donc, c'est pour ça que ça rentre dans le cadre réglementaire. Donc, en fait, on retrouve la plupart de ces données-là dans une couche du web qui s'appelle le dark web, que vous avez en bas, qui est une zone un petit peu particulière. Et il faut bien noter qu'aujourd'hui, 96% des ransomware déposent les données volées dans le dark web. D'où l'utilité d'aller chercher, dans le cas où un fournisseur de vos fournisseurs se prend un ransomware où il y a une fuite de données, d'aller checker si ces données ne sont pas dans cet endroit-là pour anticiper la prochaine attaque. Alors, petite information qui est très importante, tout ce qu'on va faire en termes de collecte de données, d'analyse de données, est cadré juridiquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Aller, par exemple, en zone noire et aller voler de la donnée volée par des hackers, c'est-à-dire pénétrer un système pour récupérer ces données-là, c'est illégal. Donc, faites attention quand vous travaillez avec un prestataire de lui demander un avis légal sur son activité afin de vous couvrir vous-même des risques induits, parce que vous êtes aussi responsable de la légalité des services que vous utilisez chez vos fournisseurs. Il y a tous là sur la partie dark web, on va travailler nous sur la partie grise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de recherche sans mandat. On peut y aller. On ne peut pas collecter n'importe comment. Il y a une méthodologie de collecte pour que ça reste dans le cadre légal. On n'a pas le droit, par exemple, de faire de ciblage et d'aller collecter volontairement et en ciblant des vols de données. Il y a une méthodologie
qui est une méthodologie de moteur de recherche qu'on pratique nous, qui nous permet de travailler sur cette zone grise. Et typiquement, on ne fait jamais de requête sans mandat de nos clients. Et puis l'information blanche, c'est l'information qui est librement disponible, qu'on appelle mis librement à disposition par les sources. Donc celle-là, on n'a pas besoin de mandat pour travailler sur cet ensemble-là. Alors le cadre réglementaire le plus court-termiste, hein, c'est le cadre de DORA. Alors DORA, c'est un cadre réglementaire qui impose la recherche en source ouverte pour les organismes financiers et les assurances, mais pas que. On oublie souvent de dire que DORA s'applique aussi aux fournisseurs IT des organismes financiers. C'est-à-dire que si vous avez un client qui est soumis à DORA et que vous êtes un fournisseur IT, vous êtes vous-même soumis à DORA. On en parle aujourd'hui parce que c'est central sur ce type d'activité, étant donné que les pénalités tombent en janvier. Donc il est urgent pour beaucoup de structures de s'équiper de ce type de solution pour répondre à minima au cadre réglementaire. Dans les documents en bas, vous pouvez télécharger la présentation, vous aurez les articles, les pénalités sont assez violentes, et DORA, est quand même entré en vigueur en 2023, donc il va être difficile de défendre que vous avez besoin de temps ou que vos fournisseurs ont besoin de temps pour le mettre en place. Ça fait déjà un petit moment que c'est en place, oui. Et on a mis cette slide parce qu'on a régulièrement la question de nos solutions, c'est-à-dire que DORA, c'est un règlement qui comprend énormément d'obligations, et nous, on va répondre aux obligations qui sont citées sur cette documentation, c'est-à-dire sur les recherches en source ouverte. En gros, je crois de mémoire, il y a 22 points, et la recherche en source ouverte est un des 22 points. Avec les pentests, il y a l'analyse de risque, il y a les grands classiques, hein. Mais cette partie de recherche en source ouverte est très récente. C'est la première fois qu'une réglementation l'impose, et c'est la première fois avant NIS 2 qu'on impose de qualifier les risques sur les fournisseurs. On sort en fait de la vision système d'information, j'ai l'habitude de dire, on passe du système d'information à l'écosystème informationnel, parce qu'aujourd'hui, quand on a une vision centrée sur les données, on se rend compte que le SI tout seul n'existe plus. Le système d'information embarque des fournisseurs, et donc aujourd'hui, la première réglementation à embarquer cette notion, c'est DORA, mais c'est présent aussi dans NIS 2, qui est déjà arrivé en fait, hein, puisqu'on est le 28. Ouais, il y a encore quelques petits réglages, mais elle arrive très vite. Donc, je te laisse poursuivre, pardon. Alors, une fois qu'on a identifié les données qui sont à l'extérieur du système d'information, hein, dans le cadre de DORA et dans le cadre de NIS 2, on va identifier ces informations qui sont à l'extérieur, et là, on va pouvoir utiliser ces informations-là pour travailler sur l'analyse de risque, qui fait partie de DORA et de NIS 2. C'est-à-dire que ces informations à l'extérieur vont être un point d'entrée sur l'analyse de risque, et je vais me poser la question, si j'ai des fiches de paie qui sont sorties, quels sont les risques? Donc c'est vraiment cette démarche-là, hein. On va travailler sur l'identification pour alimenter l'analyse de risque. Jusqu'à présent, c'était loin d'être systématique, mais maintenant, les règles de l'art l'imposent, et la réglementation aussi. Donc c'est pour ça que c'est une obligation aujourd'hui et que ça a du sens en termes d'analyse de risque. Il n'est pas question de juste rechercher des données et dire j'ai fait le travail, c'est ensuite qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que j'ai un risque qui est associé? Et ensuite, pour ceux qui connaissent un peu la méthodologie IBIOS, c'est qu'est-ce que je mets en face pour réduire ce risque-là? Donc c'est ça qui va être demandé par NIS 2 sur la partie analyse de risque, et DORA, c'est explicite, hein, recherche en source ouverte et matrice de risque. Excuse-moi, je répondais au chat en même temps. Alors là, c'est la partie écosystémique dont je vous parlais. Au centre, vous avez votre système d'information, vous faites le travail, tout va bien. Vous avez externalisé une partie du travail, enfin de votre système d'information. C'est blindé au niveau légal, hein. Vous avez un beau contrat qui dit à vos fournisseurs d'être propres, ou alors ce sont des fournisseurs qui font autorité.
mais ça ne vous protège pas. Un contrat ne protège pas. Un contrat, il protège d'un risque juridique. Il ne vous protège pas d'une attaque. Donc c'est pour ça que Dora va vous demander, vous, d'aller regarder ce qui se passe du côté de vos fournisseurs. C'est-à-dire que vous allez devoir avoir des métriques OSINT, donc de recherche en source ouverte, sur vos fournisseurs. Et de la même manière, ça va alimenter vos matrices de risque, ça va vous permettre de demander des comptes. Est-ce que ça a été géré? Typiquement, je vous prends un cas, vous externalisez votre base RH chez votre comptable, il vous fournit un service où vous publiez pour vous envoyer les fiches de paie, pour avoir les fiches de paie, pour envoyer les informations RH, et bien c'est un fournisseur IT puisqu'il vous rend un service technique IT, et si lui a une fuite de données, ce sont bien les données de vos employés qui sortent. Donc c'est pour ça qu'il y a ce changement de paradigme qui est très très important et qui va demander la mise en place d'outils qui vont être capables d'identifier ces fuites de données pour vous permettre de faire le travail d'analyse de risque par la suite. La suite, on vous a posé le contexte de la réglementation. Pourquoi? Parce qu'on a fait toute une suite de webinaires avec des cas d'usage où vous avez vu en œuvre Aleph Alert, vous avez vu également en œuvre un petit peu Aleph Search, mais là on voulait vraiment, on veut vous montrer comment on déroule un cas complet en partant de notre outil Alert et que vous puissiez voir le déroulé de la mise en place de cette alerte avec l'outil Aleph Search. Et donc, c'est encore Nicolas qui va avoir la main en partageant son écran et en vous montrant l'outil. Alors, juste pour remettre un petit peu le contexte, jusqu'à maintenant, on vous a présenté un cadre qui est plus réglementaire, mais le problème se pose. Si effectivement j'ai une fuite de données dans le passé, il va falloir que je la gère. Effectivement, mon analyse de risque, mon plan d'action. L'idée des outils qu'on va vous présenter, il y en a deux. Le premier, c'est Alert. L'idée, c'est plutôt pour couvrir le risque réglementaire. Si vous avez ce type d'outil, il est couvert. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin et de couvrir un risque qui est opérationnel. C'est-à-dire d'être prévenu au plus tôt d'une fuite de données pour pouvoir dérouler un plan d'action pour éviter les impacts de cette fuite. Donc les impacts, c'est la réutilisation de ces données pour d'autres attaques. C'est des attaques en cascade. Hein. Plus j'ai de données qui sortent, plus j'ai d'attaques. Et ça, c'est systématique. Aujourd'hui, avec le volume de données qui sort, on a la confirmation de ce qu'on craignait, c'est que les attaques sont systématiques suite à une fuite de données. Donc c'est très important de le savoir au plus tôt, quelle que soit la taille de la structure, et c'est pour ça qu'on a mis en place Aleph Alert, que je vais vous présenter. Et ensuite, une fois que ça sort, eh ben, il faut aller creuser, ne serait-ce que pour préparer la réponse judiciaire, c'est-à-dire préparer ce qu'on appelle, nous, un dossier de préjudiciarisation pour que votre dossier soit pris en compte par la justice. Parce que si vous apportez un dossier en disant juste « je me suis fait voler des données », il y a peu de chances que votre dossier aboutisse. Donc, il y a tout le travail d'analyse post-incident qui va permettre aux juristes de faire leur travail et de poser un dossier qui aura beaucoup plus de chances d'être traité. Puis de comprendre aussi comment s'est passée cette attaque. Et ça, je vais vous montrer. Donc, je vais partager mon écran. Alors, hop, hop. Mélina, tu me confirmes qu'on voit bien? Mélina, c'est bon, on voit mon écran? Mon micro était coupé, oui, c'est tout bon, on le voit. Okay. Excuse-moi. Pas de souci. Donc, en fait, l'outil se présente de manière assez simple. Vous avez un dashboard qui vous permet de suivre les fuites de données, l'état des métriques des fuites de données, que ça vous concerne ou que ça concerne des fournisseurs. Vous avez des éléments de métriques du dark web qui montrent en fait le trend de la masse d'informations qui traînent sur le dark web. Ici, vous avez le nombre de sites actifs glissant sur un mois. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a près de 100 000 sites actifs et on est bien sur un trend qui est sur un mois glissant, qui est toujours croissant. C'est-à-dire que c'est une problématique
qui ne se calme pas. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, on était plutôt à 5000 sites dans le dark web. Aujourd'hui, on dépasse les 95 000, sachant qu'on enlève beaucoup de sites. Là, c'est vraiment les sites qu'on surveille effectivement parce qu'ils ont un sens. On sort tout ce qui n'a pas de sens dans nos métiers. Au total, sites actifs, on en a 130 000 en gros. Et si on prend depuis que nous, on a commencé en 2014, donc on a plusieurs millions aujourd'hui de sites dans le dark web qui ont des durées de vie courtes, donc qui apparaissent, qui sortent, qui reviennent ou qui ne reviennent pas. Donc on fait tout ce travail de surveillance de fond à partir de notre base historique. Donc ça, c'est cette partie-là. Vous avez quelques informations techniques pour aider à des remédiations. Et ensuite, vous avez la partie purement alerte, où là, c'est assez simple. On va définir un ensemble de capteurs. Ce n'est pas la peine d'en avoir 200, 800. En fait, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, je vous ai fait un petit test avec Olympique. J'ai tout simplement pris un mot-clé Olympique, qui pourrait être le nom de votre structure. En tout cas, je ne le souhaite pas, parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de boulot. Et là, je vais pouvoir, sur ce capteur-là, qui est lié à un ensemble de mots-clés, qui peut être le nom d'une personne, le nom d'une structure, le nom d'un projet. Ça, c'est vous qui définissez vos actifs avec nos consultants. Et vous avez la liste des résultats, jour par jour, qui s'affiche. Et vous voyez, dans le cas du mot-clé olympique, c'est volontaire, ça génère du volume tous les jours. Ça ne sera pas votre cas. Vous, votre cas, c'est généralement, il y a l'historique en bas. C'est toute l'histoire de ce qui a déjà fuité si vous êtes une donnée qui est un petit peu d'âge. Si vous avez monté votre société il y a 6 mois, il y a peu de chances qu'il y ait de l'historique. Donc, dans ce cas-là, on va prendre un cas simple. On va en prendre un cas où il y en a 8. Donc, le 24-10, il y a eu 8 alertes. Et je vais pouvoir voir quel site, là j'ai un site du dark web, quel site et quelle page a déclenché cette alerte. Et je vais voir le contenu de la page. Ça va vous permettre d'apprécier le risque associé à cette information qui est dans un site du dark web. Ici, on est dans ce cas-là, je l'ai fait au hasard, on a un site d'information activiste a priori, donc il y a un risque plutôt de sûreté. Donc c'est un risque mineur, mais selon votre activité, il faudra le prendre en compte ou pas. On voit que c'est au sujet des Jeux Olympiques, forcément vu le mot-clé, et c'est un article sur les tournée nationale de saccage 2024 contre les JO. Donc, c'est lié à une activité concernant les JO. Donc, dans ce cadre-là, on va travailler plutôt sur un mot-clé. On peut marquer aussi des documents avec ce qu'on appelle un hash. On met un marqueur, et ce marqueur va être détectable. Ici, on l'a fait sur un document test. On a mis un marqueur, et on va être en capacité de voir typiquement que j'ai ma boîte mail qui est sortie ici, simulation.msg, et j'ai un PDF qui est sorti. Donc là, je vois que je vais pouvoir aller voir, c'est sorti sur un site de dépôt de fichiers, et j'ai bien ma boîte mail qui est sortie. Donc tout ça, c'est vraiment sur la partie alerte pure. C'est plutôt à destination des PME. Si vous avez 400, si vous êtes une structure plus grosse avec beaucoup de fournisseurs, il va falloir plutôt passer à l'outil Search qui, lui, n'est pas limité par le nombre de mots-clés et a des outils plus complexes de filtrage et d'analyse. Mais vous voyez, c'est relativement simple d'usage. On a un consultant qui va vous aider à définir le mot-clé qu'on va mettre ici, donc le capteur, sur un ensemble généralement de 10 mots-clés pour une petite structure jusqu'à 20. Et si on dépasse les 20, c'est qu'on commence à une structure de taille importante. Et là, on change d'outil parce que généralement, il y a des équipes internes qui sont en capacité de le faire. Ici, l'objectif en cas d'alerte, c'est soit de nous contacter pour désambiguiser en fait
si nécessaire, l'alerte, soit prendre contact directement via l'outil à votre fournisseur pour que lui gère ce qu'il y a à faire suite à ce type d'alerte. Que ça soit du juridique, du technique ou de la sûreté. Alors, il faut que je regarde si la plateforme démo est disponible. Parce que... Ah bah oui, c'est bon, parfait. J'ai la plateforme démo. Donc ça, c'est l'outil Search. Jusqu'à présent, je vous ai montré l'outil alerte qui est là. Mais si typiquement, imaginons que je fasse, parce que je n'ai pas de mandat, donc je suis obligé de le faire sur Olympique, sur un mot qui n'a pas de sens. Je vais pouvoir la rentrer dans l'analyse. Et là, il faut imaginer que j'ai eu une alerte et que je cherche à comprendre et à commencer un dossier de préjudiciarisation. Typiquement, si c'est ce document qui a fuité, qui est un PDF, je vais pouvoir, avec cet outil, identifier les éléments et travailler sur toute la partie identification des différents sites. Ici, j'ai tout le volume, hein, et je sais typiquement que la grosse fuite de données, c'est-à-dire l'endroit où il y a le plus de fois le nom de ma structure, c'est ce site-là. Il se trouve que c'est un site activiste. Dans notre cas, c'est plutôt logique. Je vais pouvoir, dans un cas de judiciarisation, identifier quand on est dans le deep web, si le serveur sur lequel transite ou est déposée ma donnée est en Europe. S'il est en Europe, je vais pouvoir rapidement prendre des actions pour faire tomber le serveur, demander la suppression des données. Si je me trouve en Russie, ça va être beaucoup plus compliqué. Typiquement sur ce site-là, je ne vais pas pouvoir avoir ce type de remédiation. Donc on met autre chose en œuvre. Donc là, ça va nous permettre de savoir, relativement aux données, quels sont mes leviers d'action en termes juridiques pour lutter contre la présence de ces données. Ensuite, on a des outils avec des notions de page d'accueil qui vont nous permettre d'identifier très rapidement la typologie du site. Ici, vous voyez, je sais que c'est un site de dépôt de données parce que j'ai l'œil. Donc ça, c'est destiné plutôt à des équipes, à des CERT, à des équipes OSINT, à des équipes de sûreté qui ont la compétence pour analyser ce type de contenu. Vous voyez, là, si je zoome, je vois bien que j'ai document _1. Et ici, là, je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Je sais que cette donnée, elle est présente dans un de ces répertoires. Et que ça date de février 2024. Et là, j'ai une information qui me dit que c'est un dépôt de données qui vient d'un ransomware qui s'appelle Blackout. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un, des données qui concernent les Jeux olympiques, qui ont été touchés par un ransomware et les données sont publiées ici. Je vais pouvoir, après, aller beaucoup plus loin. Hein. Je vais pouvoir voir la typologie de données qui a fuité, puisqu'on a ce qu'on appelle du cache. Là, par exemple, dans ce cas-là, je vais pouvoir aller voir Olympique. Hop. Je retrouve la zone où il y a les données. Je ne suis pas obligé d'aller sur le dark web pour constater ou pour monter mon dossier. C'est-à-dire qu'un juriste, avec ce type d'information-là, il est capable très rapidement de savoir, de commencer à constituer le dossier. Après, il peut aller plus loin, c'est-à-dire l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'il y a un spread beaucoup de ces données. Ce site-là, est-ce que c'est un organe qui est connu? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Ça permet de catégoriser juridiquement différemment. Ici, si je clique sur l'email associé à ce site, je vois qu'en fait, c'est un organisme qui est constitué de tous ces sites. Donc là, ça va permettre au dossier juridique de monter d'un cran et de dire, en fait, ce site ici, cette activité-là, ce n'est pas juste un gars tout seul. Donc là, on monte d'un cran et le dossier devient plus important et sera donc plus facilement traité par la justice. Après, si je fais le cas Aleph Networks ou Nicolas Hernandez, je vais taper mon email. Je m'auto-mandate.
De la même manière, je peux faire ce type de requête. Généralement, on les fait sur le board des structures. On met ces emails-là en alerte dans nos systèmes pour être prévenu si jamais cette information sort. En plus, elle cible une personne, donc il faut l'accord de la personne. Alors, dès qu'on fait des emails, c'est un petit peu plus long. Voilà. Là, je vois que j'ai des résultats. On voit que la particularité, c'est qu'il est allé chercher l'information dans une archive, hein, dans un zip. C'est-à-dire que notre technologie est capable d'aller chercher des informations dans des documents qui sont archivés. Un véritable moteur de recherche. Comme un véritable moteur de recherche. Donc là, vous voyez, ce sont des archives de code parce que j'ai participé à du code open source et quelqu'un a fait une archive dans un site de code. On est sur I2P, on n'est même pas sur Tor. Et en fait, j'ai publié mon code avec cette adresse email-là. Je vois que c'est sur deux domaines. Hein. J'ai un domaine sur I2P, mais j'ai aussi un domaine sur Tor, donc je peux zoomer et voir aussi voilà, que cette archive, elle est présente 2 fois. Elle est présente aussi dans une autre archive ici, en tar.gz, où de la même manière, j'ai un bout de code où j'ai signé avec mon adresse email. Donc, on va assez loin hein, dans la recherche. On s'est dit, quitte à faire le travail, autant le faire de manière la plus puissante possible pour couvrir le risque opérationnel et pas se limiter à du risque réglementaire. De la même manière, je peux essayer avec LF Networks. Et ce qui va me permettre de sortir quelque chose que j'aime bien, c'est l'empreinte, c'est-à-dire LF Networks, en termes de surface. Voilà tous les sites. En rouge, c'est le dark web. Hein. Voilà tous les sites du dark web et du deep web qui parlent d'Aleph Networks. Je vois qu'il y en a un qui est toujours actif. Donc, on est bien cité dans le dark web. Je vous rassure, c'est en bien. Et je vois typiquement sur ce site ici, vous voyez, Lockbits, et bien ici, c'est un ransomware. Et donc ça m'inquiète. Je vous rassure, je suis au courant. Hein. Et en fait, on a un fournisseur qui s'est fait taper par un... Ici, Lockbits. Je zoome. Et vous allez voir, on a un fournisseur de fournisseurs qui s'est pris un ransomware et on se retrouve avec de la donnée d'Aleph qui est présente dans le dark web. Pareil, hein, dans un zip. Hein. C'est de la donnée technique et suite à cette attaque-là, donc un fournisseur de fournisseurs, on a eu une campagne de phishing. Et nous, ça nous a permis d'anticiper et de prévenir la compta, puisqu'en fait, c'était des facturations de certificats HTTPS, de faire un double check, c'est-à-dire qu'en cas de réception d'une facture qui concerne ce périmètre-là, d'appeler notre fournisseur pour s'assurer que ce n'était pas un faux mail. Et c'était bien un faux mail. Et on continue d'en recevoir d'ailleurs, donc comme quoi même une fuite qui date sert toujours. Exactement. C'est une fuite qui date un petit peu. Hein. Je peux regarder un petit peu quand est-ce qu'on l'a détecté. On l'a détecté en 2022. Donc, vous voyez, il y a date de création 4 octobre 2022. Et on a encore des mails avec des tentatives de phishing qui ont été construits à partir de ces données-là. Il n'y a pas besoin d'IA. Hein. C'est déjà tout là. On a la date de renouvellement, on a le montant, on a des informations techniques sur nos serveurs. Donc, il y a à la fois un risque technique et à la fois un risque de phishing. Donc, ça nous permet aujourd'hui encore d'anticiper certaines attaques et de ne pas retomber, de ne pas se faire attaquer en direct. Alors, je me fais le maître du temps, toujours le mauvais rôle. Et nous avons déjà terminé le temps de la démonstration. Est-ce que vous avez des questions? Nous sommes encore 18 en ligne. Donc, Frédéric a fini par trouver la documentation à votre disposition et j'en suis ravie. Ce n'est pas toujours évident de la trouver. Non, ce n'est pas évident. Est-ce que vous avez d'autres questions, donc, que ce soit par rapport aux outils, au cas d'usage, à la réglementation DORA? Ou les autres, hein, puisque
Il y a vraiment la réglementation et le risque opérationnel, qui sont deux choses qui sont bien différentes. Quel est le coût? Morane demande quel est le coût. On va partir du plus petit au plus grand. Notre enjeu à nous, c'était d'arriver à avoir effectivement un coût qui permette à une PME de se protéger. Donc on est parti, alors c'est pour ça qu'on a travaillé sur Alert. L'idée, c'était d'atteindre des coûts qui sont équivalents à une caméra de surveillance. Donc avec une location d'une caméra, d'un suivi, d'alerte pour détecter s'il y a une pénétration. Donc l'entrée de gamme pour Alert, on va être à 5 000 € par an. Donc c'est moins de 500 € par mois pour couvrir une dizaine de mots-clés. C'est comme si vous aviez une dizaine de capteurs de près. Et la solution Search, où il n'y a pas de limitation de mots-clés, vous avez toute la partie analytique. On est à 40 000 € par an. Donc, c'est des solutions qui sont beaucoup plus coûteuses et plutôt destinées soit des prestataires de services qui s'équipent de nos solutions pour rendre le service, soit des grosses structures qui elles, équipent leurs CERT et qui font le travail en interne parce qu'ils ont beaucoup de fournisseurs. Vous avez collecté les données du Dark Web depuis combien de temps? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Très bonne question. Alors, on collecte les données depuis 2014. Donc, on est les plus anciens encore présents sur le marché. Donc, ça nous fait une excellente base de travail. Donc, oui, c'est légal sous certaines conditions. La condition de conservation, c'est celle des moteurs de recherche. Donc, on est soumis à la juridiction des moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'on a le droit, mais on a aussi des obligations, le droit à la suppression, c'est-à-dire qu'on peut nous demander, et on a des cas, on nous demande de supprimer certaines données de nos index. Donc oui, c'est légal. On a une legal opinion qui est en partie disponible sur notre site. Donc il y a quelques explications sur le légal sur notre site. Et si vous souhaitez, on a une legal opinion qui a été faite par un cabinet externe pour justifier justement du côté légal de notre technologie. Pour ces questions, nous avons dépassé le temps de 3 minutes. Certains nous ont déjà salués. Vous pouvez poser d'autres questions si vous le souhaitez. On pourra vous répondre en différé par mail. Donc, je vous ai mis à plusieurs reprises l'adresse mail contact@alef-networks.com pour pouvoir nous contacter, poser vos questions ou si vous avez besoin de documentation complémentaire. Nous n'avons pas de prochain rendez-vous programmé pour cette fin d'année, puisque là, nous sortons d'une série de webinaires riches. N'hésitez pas à consulter les replays via notre chaîne YouTube, via nos fils d'actualité LinkedIn ou notre site Internet. Et on espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.